pendant les élections, la préparation des élections présidentielles, j'ai eu cette intuition, je pense, très forte, en entendant Nicolas Sarkozy parler de ce projet de statut du beau-parent et de contrat d'union civile, que c'était un réel danger, compte tenu du fait qu'il existe déjà une loi, et j'ai bien compris très très vite qu'en fait c'était pour répondre à l'appel et à la pression de certains lobbies qu'il promettait ces choses-là. Et donc j'ai pensé que plutôt que de répondre au dernier moment, il fallait s'organiser à l'avance. Si on veut être efficace, il faut préparer de façon très professionnelle les actions. Et voilà pourquoi j'ai commencé par créer l'association pour la protection de l'enfance, puis le collectif pour l'enfance, ça il y a quelques mois. Notamment lorsque Nadine Morano est arrivée au gouvernement, on a senti que toutes ces choses-là allaient se préciser et probablement se précipiter, et nous n'avons pas eu tort, puisque maintenant nous en sommes à cet avant-projet de loi qui ne verra peut-être d'ailleurs jamais le jour, on n'en sait rien pour l'instant. Bon, on verra, en tout cas on va suivre avec cet avant-projet de loi, contrairement d'ailleurs à ce qui se dit, n'est pas encore soumis au Conseil d'État. C'est important de le savoir. D'accord, parce que effectivement vous avez raison de rappeler qu'il y a longtemps déjà qu'on parle de ce statut, donc vous n'avez pas été surprise, non. Et c'est le chef de l'État lui-même qui, dans son projet, annonçait qu'il souhaitait créer, je cite, j'ai retrouvé donc son projet Ensemble, tout devient possible, qui a été diffusé très largement avant l'élection présidentielle, où Nicolas Sarkozy déclare « Je veux reconnaître la sincérité de l'amour homosexuel en créant une union civile donnant les mêmes droits aux couples de même sexe qu'aux couples mariés, à l'exception de la filiation et de l'adoption. » Donc ça, c'est un autre projet qui est la création d'un statut d'union civile, et ainsi dit-il qu'un statut de beau-parent valable pour les familles recomposées et homoparentales. Voilà, je tiens à dire quand même que son contrat d'union civile, on s'y opposera avec encore plus de force, et ça il faut qu'il s'y attende, si jamais il le proposait, parce qu'en fait ce contrat d'union civile, c'est un mariage déguisé, qui ne sera plus déguisé d'ailleurs au bout de quelques mois. Alors c'est un mariage, dit-il, qui ne donnerait droit ni à la filiation, voilà, ni à la possibilité d'adopter. Voilà, c'est ce qu'il dit. Voilà. Mais vous pensez en fait que l'évolution étant en marche? Mais bien sûr que non. Si on fait simplement preuve d'un tout petit peu de bon sens, et je pense que ce serait pas mal que de temps en temps on fasse preuve d'un tout petit peu de bon sens, ce contrat d'union civile ne sera pas réservé aux couples homosexuels, puisqu'il sera aussi possible pour les couples hétérosexuels d'en bénéficier. C'est une sorte de Vous imaginez, Pax amélioré. Non, c'est plus qu'un Pax amélioré, c'est un mariage sans la filiation. Mais comme c'est pas juste réservé aux homosexuels, vous imaginez bien qu'un couple hétérosexuel qui aura envie d'avoir un enfant et qui aura signé un contrat d'union civile n'ira pas demander la permission. Donc comment on va faire? On va faire un mariage, c'est-à-dire un contrat d'union civile qui sera un mariage sans la filiation, sauf que comme les couples hétérosexuels qui voudront avoir des enfants en auront, tout de suite, le mariage sans la filiation, le mot sans la filiation va sauter. Et donc on va se retrouver avec un mariage. De la lutte contre la discrimination, de toute manière, les tribunaux trancheront en faveur. Voilà, exactement, puisqu'on a ce fameux arrêt du 21 janvier 2008 qui condamne la France, que la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France le 21 janvier 2008 pour discrimination, parce que, comme vous savez, les célibataires ont le droit d'adopter, et qu'une célibataire homosexuelle avait demandé l'adoption qui lui avait été refusée, et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à 10 000 € de dommages et intérêts en raison de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc je crois qu'il faut être extrêmement ferme et arrêter de dire non mais voilà, moi je ne veux pas l'adoption, je ne veux pas le mariage. La seule chose que je vais faire, c'est actuellement ce que fait Nicolas Sarkozy, c'est juste de mettre en place toutes les étapes pour qu'on finisse par y arriver. Après, il pourra toujours dire non, mais lisez mon discours. J'avais dit que je ne le voulais pas. Alors, il faut être un peu raisonnable et puis savoir quand on pose un acte, l'assumer et dire je pose cet acte et je sais que cet acte arrivera à l'adoption des enfants par les couples homosexuels. Qu'ils le disent, c'est tout. Ce qui est intéressant en fait dans la justification de ce projet, c'est qu'il est fondé sur la reconnaissance de la sincérité et de l'amour homosexuel. C'est très intéressant. Est-ce que je peux juste dire une chose? Je poserai la question également à Tugdual, mais est-ce que l'on peut fonder une famille simplement en fait sur le fait que le père et la mère ou deux êtres s'aiment? Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que on peut pas nier un amour et le dire sincère. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut pour notre société? Est-ce que le mariage, c'est juste la reconnaissance sociale d'un amour sincère? Si le mariage, c'est juste la reconnaissance sociale d'un amour sincère, on va aussi la faire preuve de bon sens et on va dire, et si moi, j'aime deux hommes d'un amour sincère, après tout, pourquoi pas? Pourquoi je pourrais pas me marier?
Et si mon mari aime aussi deux femmes d'un amour sincère, pourquoi il pourrait pas se marier? Et si votre mari aime un compagnon également, pourquoi il pourrait pas se marier? Je veux dire qu'à partir un ménage à 3, à 4. À 4, il n'y a plus de limite. Et si j'aime mon père, je parle pas d'histoire de majeur, mineur, etc. Mais si moi, adulte, j'aime mon père d'un amour sincère, je peux aimer mon père d'un amour sincère. Pourquoi je n'aurais pas le droit de me marier avec mon père? Donc en fait, on est là encore juste dans une vraie question de société. Et à ce moment-là, mais qu'on mette les débats sur la table. On peut décider de changer de société. Il avait été question au moment de l'adoption du Pacs de l'ouvrir également à des collatéraux, à des oncles, des tantes. Oui. Voilà. Finalement, ça ne s'est pas fait, mais en tout cas, ça a déjà été évoqué. Oui. Alors, si on revient une seconde sur le Pacs, puisque on a fêté entre guillemets les 10 ans, on a maintenant 5% des homosexuels qui signent un Pacs. Des Pacs. Des Pacs sont signés qui ont été signés par des homosexuels. Ça veut dire que 95% ont été signés par des hétérosexuels exclusivement, d'ailleurs, pour des raisons fiscales. On est bien loin des 5 millions de Jean-Marc Ayrault, voilà, de rapprochement pour les conjoints fonctionnaires, puisqu'ils ont la possibilité effectivement d'acquérir des points et puis de. Voilà, et puis mais là on est dans le contrat d'union civile, on est vraiment encore dans tout à fait autre chose, disons une étape supplémentaire, mais qui est en fait un mariage. Donc, quand moi on m'a dit oui, mais tu sais, après tout, les homosexuels, ça fait de mal à personne si y a un contrat d'union civile, ce sera jamais qu'un Pacs amélioré, etc. Non, on n'est pas là-dedans, mais juste qu'on pose des problèmes, qu'on en discute, qu'on les assume, qu'on dise voilà ce que je veux pour ma société, mais pas d'hypocrisie, moi je trouve que ce sont des sujets qui sont beaucoup trop graves pour qu'on les aborde comme ça un peu à la légère, avec un sourire en disant tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, il y a une vraie idéologie par derrière, et cette vraie idéologie, il faut qu'on la dénonce. Et puis il ne faut pas prendre en compte seulement en considération les parents, mais les parents ou les individus, mais il faut considérer que la société également a un ordre en fait à préserver en quelque sorte. Ça pourrait être une bonne idée, oui. Tugdual Derville, sur cette notion de famille, d'amour, de père et mère, il est normal en fait qu'ils s'aiment. Je me redis encore qu'on a énormément de chance d'avoir avec Béatrice Bourges quelqu'un qui est capable d'incarner avec ténacité et fermeté cet engagement déterminé, sans laisser compter. Donc je suis vraiment content aussi que... On la sent très déterminée, oui, voilà. Il n'y a pas de problème. Mais ça fait moi, du côté de l'Alliance pour le droit de la vie, on est soucieux du respect du plus faible, de l'enfant, je dirais de l'embryon, de celui qui n'est pas encore conçu également. Et depuis des années, on voit entrer en percussion le débat sur, entre guillemets, je prends plein de guillemets, l'homoparentalité et la question bioéthique, avec l'émergence d'une menace qui est ce que certains ont appelé l'AMP de convenance, c'est-à-dire plutôt que assistance médicale à la procréation, plutôt que des techniques qui sont censées théoriquement venir en aide à des personnes qui souffrent d'infertilité ou de stérilité définitive, voilà que s'ébauche doucement l'idée d'un droit à l'enfant. Hein. Et c'est en tout cas le mobile pour lequel nous nous sommes engagés de manière très déterminée. L'enfant n'est plus justifié que par le désir des parents. Exact, oui, tout à fait. Alors là, ce qu'il faut entendre, je pense, c'est que d'abord il y a un désir. Il y a des souffrances sociales considérables autour de ces sujets. Ça peut être des personnes qui vivent des relations homosexuelles, ça peut être des personnes aussi qui ont des handicaps, ça peut être des personnes qui sont seules, des personnes qui sont veufs, etc. Et ces désirs, ces souffrances multiples, elles doivent être entendues. Mais par contre, il est absolument nécessaire que la société soit en mesure de frustrer des désirs si l'assouvissement de ces désirs provoquait des atteintes aux droits de la personne, aux droits de l'homme. Et c'est en cela que nous considérons qu'il est absolument injuste de prétendre programmer des enfants qui seraient délibérément privés, soit d'un père, soit d'une mère, ou qui pourraient avoir, comme ça s'est vu récemment, parce que malheureusement il y a ce que nous on appelle des bricolages procréatifs. Là, on découvre en salle d'accouchement, j'ai eu encore des sages-femmes de toujours qui m'en ont parlé avec beaucoup d'émotion, qu'il y a 2 hommes et 2 femmes qui arrivent. Hein, les gens qui sont autour de la naissance du bébé. Donc il y a 2 hommes et 2 femmes. Le bébé a été conçu par un bricolage, par différentes façons. Et voilà que dès avant la conception, il y a une sorte de contrat tacite qui s'est établi entre 2 hommes et 2 femmes pour qu'il y ait une garde alternée. Ce serait utile en fait simplement que vous nous décriviez un petit peu ce que vous appelez vous les bricolages procréatifs. Il y en a 2-3 types, on peut dire. Premier type, des femmes prennent un train et vont à l'étranger où elles peuvent avoir accès c'est illégal en France, mais à une assistance médicale à la procréation. En Belgique, par exemple. Voilà, en Belgique, par insémination artificielle. Elles reviennent, on appelle ça les bébés Thalys, et ensuite elles mettent la France devant le fait accompli d'une grossesse que la France accompagne à sa manière, avec tous les droits sociaux afférents, et puis ensuite ils vont réclamer devant les tribunaux que la compagne ait le droit d'être parent de l'enfant dont elle n'est pas parent. Alors, la Cour de cassation n'a pas accepté qu'il